Florence Balitou, je suis psychologue de l'éducation et actuellement je suis sur un poste en collège comme directrice de SECPA. Les hauts potentiels intellectuels recouvrent une très grande diversité de profils et du coup une population extrêmement hétérogène. Ils ont effectivement un fil conducteur, on verra un petit peu plus loin, mais la diversité donc des profils oblige à avoir un fil conducteur qui permet de les repérer et surtout de pouvoir comprendre à quel type de fonctionnement on fait référence. Donc, et en particulier les hauts potentiels complexes qui sont une population qui est surexposée en termes de décrochage, mais également de souffrances perso, scolaires, majorées. Les enjeux de cette élucidation du profil complexe de l'enfant consiste donc effectivement en une prévention de la dégradation des relations école-famille, mais également une prévention, comme je disais, du décrochage dans le secondaire. Fonctionnement donc qui est assez complexe à repérer, dans la mesure où on fait référence, dans un premier temps, à des catégories diagnostiques, mais qui quelque part enferment la pensée. Et par conséquent, on est obligé de changer de référentiel, de passer davantage sur un référentiel type diagnostic, du diagnostic vers un fonctionnement davantage en fonctionnement. ABC, voilà. Davantage en fonctionnement pour substituer la notion de déficit. On va voir après sur en particulier le D du TDAH en lien avec le haut potentiel qui ne renvoie pas à du déficit nécessairement. Au niveau donc des points communs d'un point de vue neurodéveloppemental entre donc le haut potentiel et TDAH, on s'aperçoit qu'effectivement il y a une maturité de 2 ans de retard par rapport à un développement plus classique sur le plan neurologique, qui explique qu'il y a besoin effectivement d'un allongement pour que la maturité du cerveau, un allongement de temps pour que la maturité du cerveau puisse se faire. Ça présente l'avantage de pouvoir ça donne davantage de flexibilité mentale et donc une possibilité d'aménagement neurologique allongé, mais ça présente surtout dans les apprentissages scolaires des difficultés d'accès aux apprentissages académiques. On voit souvent effectivement des risques de confusion entre le profil TDAH et le profil haut potentiel complexe, dans la mesure où ils ont ensemble des traits communs qui peuvent créer cette confusion-là dans le repérage si on ne fait pas de bilan. Donc ils ont tous les deux un sens aigu de la non-obéissance avec opposition, argumentation incessante, non-respect des consignes. On est face à également une intolérance face à la frustration, des crises qui peuvent apparaître en raison effectivement de ce seuil de tolérance qui est très très bas, des impatiences. Ce sont des enfants et des jeunes qui ont besoin de faire les choses très vite, qui bâclent, qui sont dans l'évitement du passage à l'écrit, et qui ont tous les deux une attirance majorée pour les écrans, les nouvelles technologies, avec un risque accru en termes d'addiction. Et ils sont également tous les deux très dépendants de la relation, de la qualité de la relation. Le haut potentiel intellectuel, lorsqu'il est associé à du TDAH, en réalité ne correspond pas à une simple addition des deux profils, mais davantage à un profil qui est vraiment à part avec des spécificités. On est face à un fonctionnement qui est différent, qui est singulier, qui est l'interrogation qu'on se pose au sein de l'association Potentiel 10, qui nous a amené effectivement à faire évoluer cette notion de D à l'intérieur du TDAH, parce que par rapport aux situations qui nous reviennent, on s'aperçoit que le D renvoie davantage à du dysfonctionnement dans le cadre d'un haut potentiel associé que à du déficit au sens strict, comme on peut le relever dans le TDAH. On verra ensemble effectivement la distinction entre l'idée de déficit et l'idée de dysfonction
de dysfonctionnement. Je vais vous donner un exemple parlant pour vous permettre de vous représenter cette nuance majeure entre ces deux notions. Dans le cas du TDAH, associé à un haut potentiel, ce sont des enfants, et Lisa en particulier nous l'a bien expliqué, ce sont des enfants et des jeunes qui ont besoin d'être en double tâche. S'ils ne sont pas mis en situation de double tâche, ils sont barrés dans leur accès aux apprentissages. Et effectivement, certains peuvent envahir l'espace classe et empêcher l'enseignant le bon déroulement de son cours et empêcher globalement l'ensemble de la classe d'apprendre. Par contre, lorsqu'on les écoute, ils sont tout à fait conscients, et dans leur discours ça émerge très très vite, ils sont tout à fait conscients de leurs difficultés de concentration, ils le verbalisent, et ils disent aussi, puisqu'ils ont aussi la ressource en eux pour trouver des solutions, et ils disent aussi qu'ils ont besoin de faire deux choses en même temps. Au sein donc de mon collège, effectivement un élève comme ça a été repéré. Il a simplement fallu mettre en place dans les différents cours, et ça s'est fait vraiment de façon très spontanée, des situations de double tâche où lorsque chaque enseignant était au fait de cette spécificité-là, pouvait au sein de son cours mettre l'élève en situation de double tâche. Là, je donne un exemple parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Une prof de maths qui donne la possibilité donc à l'élève de corriger les copies. Cet élève-là est en 3e, de corriger les copies, par exemple des niveaux antérieurs, 6e, 5e, en même temps qu'il écoute le cours. Et depuis qu'on a mis en place cette possibilité-là, eh bien, il est effectivement, il s'éloigne petit à petit du conseil de discipline, qui se rapprochait à grands pas. Le TDAH, lui, est justement, pour cette histoire de déficit, il est effectivement dans l'incapacité, lui, par contre, de se mettre en position de double tâche, où très très vite, la surcharge cognitive est atteinte. Et le fait, donc, au contraire, chez lui, c'est l'inverse. Il faut traquer l'existence des doubles tâches pour les éviter. Et les doubles tâches infiltrent systématiquement l'ensemble des apprentissages dans le cadre scolaire, puisqu'il faut en général écouter, écrire, lire, des consignes complexes. Bon, voilà. D'où l'importance de tous les aménagements pédagogiques qui, au contraire, décortiquent la tâche et leur permettent simplement d'être en tâche unique. Et donc éviter les doubles tâches qui les empêchent d'accéder aux apprentissages. Là, on est vraiment sur un profil TDAH strict. Pour y voir plus clair, au niveau donc des différents profils TDA au potentiel, pas TDAH mais au potentiel, parce que là c'est très complexe, c'est vraiment une population qui est très hétérogène. On s'aperçoit que donc on a les hauts potentiels que j'appelle académiques ou laminaires, qui eux ne posent pas de problème globalement dans le cadre scolaire, qui sont sur un mode analytique, et qui, au contraire, ont de bonnes capacités d'approfondissement. Généralement, on observe une absence d'écart entre les aptitudes et les compétences cognitives lorsqu'on leur fait passer un test WISC. Et l'intelligence est très rationnelle. Ils ne sont pas non plus en but à toutes les turbulences émotionnelles qu'on peut repérer dans la population des hauts potentiels complexes, qui, eux, fonctionnent essentiellement sur un mode analogique, avec une forte charge émotionnelle. Je vous donne effectivement un exemple qui vous permet de comprendre le mode analogique. Donc Clément, qui est haut potentiel complexe, avec des diagnostics 10 associés, qui dit spontanément dans le discours, il y a un point commun entre la religion et la science, c'est les coïncidences. La science cherche à prouver qu'il n'y a pas de coïncidence, et les religions ne croient pas aux coïncidences. Au niveau du WISC, ce qui est repéré, c'est une très grande hétérogénéité entre les aptitudes et les compétences cognitives. Cette population-là manifeste davantage une intelligence plus créative. Au sein donc des potentiels complexes, actuellement, notre point de réflexion est là au sein de l'association. À l'intérieur de ces hauts potentiels, on repère assez facilement les hauts potentiels
complexes, qu'on appellera davantage 10 attentionnels avec hyperactivité plutôt que troubles déficitaires, pour les raisons que je vous ai exposées précédemment. Donc ceux-là, finalement, se repèrent assez facilement, parce qu'ils sont très percutants et ils sont très visibles aussi sur le plan comportemental. Donc ils ne passent pas inaperçus et leur aptitude effectivement à comprendre très très vite et puis à être, je pourrais dire, à attirer le focus sur eux, font que on est rapidement au clair sur ce profil-là. Ensuite, dans un premier temps, c'est sans hyperactivité. Ceux-là, effectivement, ils s'arrangent pour pas attirer l'attention. Les deuxièmes qui sont avec hyperactivité, c'est ceux que je viens de décrire juste avant. Et on est face également au potentiel complexe qui présente un profil 10 attentionnel, mais qui est également associé à du 10 diagnostic fait dans un cadre de professionnels donc de santé, et là qui peuvent associer en plus du dysfonctionnement du 10 attentionnel, de cette dysfonction attentionnelle, également du déficit. Et là on est vraiment face à une population qui est très masquée, et je pense qu'il doit recouvrir une population beaucoup plus importante dans le réel. Et donc voilà, l'objet essentiel du message que je voudrais faire passer lors de cette conférence, c'est vraiment de pointer l'existence de cette population-là sur laquelle on va approfondir la question. Certains, donc, en raison des troubles cognitifs associés, peuvent être paradoxalement dans des situations de handicap reconnues également par la MDPH, avec des dyspraxies, des dyslexies, mais aussi des troubles du comportement. Donc des points forts amplifiés. Sur le plan cognitif, on prend cette porte d'entrée-là, avec évidemment une puissance créative décuplée lorsqu'on associe le 10 attentionnel avec le haut potentiel intellectuel, pensée novatrice, anticipatrice, une pensée construite en réseau, multitude de solutions, imagination débordante, voilà, une façon de faire originale, et aussi une aptitude à repérer vraiment les détails que les autres peuvent manquer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est étonnant aussi chez eux. Donc, on observe des complémentarités avantageuses, puisque c'est vrai qu'on a tendance à porter le focus essentiellement sur les désavantages du couple au potentiel intellectuel avec du 10 attentionnel et hyperactivité souvent, et c'est principalement chez les garçons. Mais en réalité, cette association-là, d'un point de vue personnalité, peut présenter de réels avantages par rapport à un simple haut potentiel intellectuel qui a une lucidité acérée, plus ses turbulences émotionnelles dans la mesure où on reste sur un profil complexe, mais qui a l'esprit très préoccupé, timoré, qui manque d'audace, avec beaucoup d'anxiété. Et le versant hyperactif fait que tout de suite, ce sont des jeunes qui n'ont pas d'inhibition, qui osent y aller, qui présentent une énergie débordante, qui sont très partants. Et le versant hyperactif les protège des hésitations et des risques de dépression. Le versant dysattentionnel avec hyperactivité génère une forte impulsivité. Donc ça, effectivement, ça peut être un inconvénient, ça peut surexposer l'enfant à des prises de danger, mais grâce au haut potentiel qui est associé, leur acuité instantanée et l'analyse comme ça instinctive des situations font que ça leur évite les prises de danger qu'on peut retrouver et les accidents qu'on peut retrouver dans la population des TDAH. Les conséquences punitives du versant dysattentionnel aussi ont des avantages pour le haut potentiel qui peut, dans certains cas, paraître prétentieux, peut paraître supérieur dans sa posture, et dans la mesure où, avec le dysattentionnel et l'hyperactivité, l'élève est confronté à un effet miroir pas toujours favorable, il est clair qu'il est protégé de la prétention et de l'arrogance. Des capacités cognitives amplifiées aussi, au potentiel intellectuel avec le 10 attentionnel et hyperactivité. Évidemment, les fonctions cognitives, exécutives sont touchées. Attention, mémoire de travail, inhibition, planification des tâches. Ils sont touchés, mais pas de la même façon.
J'essaierai d'approfondir ensuite. Et ils ont effectivement un style attentionnel qu'on pourrait qualifier d'ultra divergent, avec une hyper-flexibilité mentale et un fonctionnement en double tâche, pour ceux qui ne présentent pas de 10 diagnostics associés. On est sur une amplification des mécanismes attentionnels, et donc là, effectivement, la fuite des idées est majeure. Lorsque le 10 attentionnel est au premier plan, avec hyperactivité, on observe des phénomènes d'aimantation sur un point qui retient captif l'enfant ou le jeune, et il devient comme sourd à l'environnement immédiat. On est vraiment sur un mécanisme paradoxal d'attention, et tout le reste du temps, on a l'impression qu'il est ailleurs. Le raisonnement est exclusivement divergent, avec un traitement de l'information qui se fait qu'en simultané, et une pensée qu'on qualifie, qui a été nommée par Olivier Revol, et à partir de la métaphore clinique de Jeanne Siofachin, comme une arborescence aléatoire. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui fonctionnent en pensée réseau. Ils ont donc une photographie instantanée du problème qu'on peut leur soumettre. Et dans le cadre du 10 attentionnel, cette photographie-là peut évoluer en fonction des moments. Elle ne reste pas figée. D'où effectivement un potentiel de créativité décuplé par rapport aux autres profils. Les réponses sont intuitives. Elles sont fondées sur un mode exclusivement déclaratif. Donc la réflexion est sans élaboration, elle est impulsive. On observe clairement une confusion dans cette population-là de jeunes entre comprendre, apprendre et savoir. À partir du moment où ils ont compris, ils ont l'impression de savoir, parce que leur pensée s'accommode peu d'un processus de réflexion analytique, ce qui fait que tout ce qui est approfondissement, en général, les dérange. Ils préfèrent zapper d'un sujet à l'autre sans approfondir. Et à un moment donné, c'est vrai que sur le plan des savoirs, parfois on peut toucher des limites à cause de cette façon-là de fonctionner pour apprendre. L'accès au procédural, évidemment, est également touché, avec des capacités d'organisation, de décision, de priorisation qui sont perturbées. Certains jeunes, même, sont tellement dans l'incapacité de prendre une décision qu'ils préfèrent s'en remettre au hasard. Par exemple, pour des enfants plus jeunes, ils font les jeux de plouf-plouf, ça ne sera pas toi, pour voir lequel des choix va être retenu. Et puis, éventuellement, ils préfèrent s'en remettre à la décision d'un adulte en qui ils ont confiance. Ça, on observe ça chez ceux en classe plutôt élémentaire. Je pense qu'au niveau des adolescents, on est sur un autre registre qui parfois peut être plus opposant. Tous présentent un rapport à la compréhension qui est également paradoxale, parce qu'avec le haut potentiel, on pourrait imaginer qu'ils percutent et qu'ils comprennent d'emblée, mais ce n'est pas si simple, puisqu'ils ont une conception qui est tellement rigoureuse du langage que certains peuvent prendre que l'interprétation littérale peut les fourvoyer quant à réellement la nature de ce que recouvre le terme. Ils ont un tel besoin de comprendre exactement que parfois, ça les pénalise sur une compréhension, je dirais, de bon sens au niveau du discours. Le fonctionnement disattentionnel, donc, parfois leur fait échapper des informations de base parce qu'ils sont pris par d'autres associations d'idées qui fuitent dans leur esprit. Et en plus, il y a un trouble 10, diagnostic type dyslexie. Le décodage pose souci. Et là, on est sur une amplification des malentendus, des confusions, des réponses à côté, des problèmes également de compréhension, d'une façon générale, avec un questionnement souvent, surtout lorsqu'il y a du 10 associé, du 10 diagnostic associé, où on est davantage sur l'hypothèse d'un profil cognitif plutôt sous-efficient. Spontanément, justement, on est plutôt sur une hypothèse inverse. Et c'est vraiment le bilan cognitif qui permet de faire la différence et de repérer. Ils ont des particularités psychologiques
qui sont, comment je pourrais dire, majorés également, en particulier tout ce qui tourne autour de la réactivité sensitive, émotionnelle, affective qui est exacerbée, avec même effectivement peut-être dans certains cas des troubles sensoriels, avec des hyperacousies, de l'hyperkinesthésie, quelque chose en tous les cas au niveau des 5 sens qui est comme chauffé à blanc. Et qui peuvent expliquer aussi les brusques changements d'humeur, d'attitude, voilà, qui les caractérisent. Un petit bobo, ça peut être une douleur insupportable, un aliment un peu chaud et ressenti comme brûlant, avec des aversions violentes sur certains aliments ou des odeurs comme ça qui sont prêts à les faire vomir, alors que bon, ça paraît pas foudroyant comme ça au premier abord quand on est dans le même espace qu'eux. Et donc voilà, l'intensité émotionnelle est décuplée, mais elle recouvre également 2 éléments que j'ai pu distinguer. À la fois un manque de sécurité interne, avec l'idée de l'amortisseur. Ils n'ont pas d'amortisseur entre eux et le réel, et du coup ils se prennent effectivement tous les chocs de plein fouet. Et évidemment, il manque également d'estime d'eux, qui les surexpose à des moments parfois assez cruels. Les conséquences. Donc les conséquences, on est sur une image, comme je disais, surexposée, malmenée, avec une amplification de la réactivité, une intolérance à la frustration, des crises, des troubles du sommeil possibles. Et je voudrais également mettre le focus sur l'entourage de l'enfant qui est soumis au quotidien à un très haut niveau de stress, avec certains parents, et en particulier les mamans, qui passent rarement à un moment ou à un autre à côté d'un épisode d'épuisement. Leur sens critique est acéré, avec un sens inné de la désobéissance, qu'on comprend aisément. Je ne vais pas insister sur ce versant-là. Mais bon, ils sont quand même... d'où l'importance, effectivement, de beaucoup échanger, de beaucoup différer, et d'éviter l'escalade de force dans laquelle ils vous engouffrent très facilement. Donc, très difficile à éduquer. Ils ne sont jamais là où on les attend. Ils sont très insécurisants par rapport à l'entourage. Ils sont impossibles à canaliser. Ils échappent sans cesse au cadre. Et ils génèrent chez l'entourage un fort niveau de frustration. On repère le haut potentiel, mais il n'est jamais mis véritablement en compétence, utilisé. Et effectivement, ça laisse du coup l'entourage dans un sentiment de frustration. À l'origine, donc, également, leur comportement est à l'origine de nombreux conflits autour d'eux, sur des désaccords entre les adultes, sur la conduite éducative à tenir, qui est de toute façon toujours très très complexe. Aucune solution en main. On pense trouver une solution, soit ça génère un nouveau souci, un nouveau problème, soit c'est mis en échec, soit ça déplace le problème. Pour les adultes, autour, c'est un casse-tête. Ils n'ont également aucun sens de l'effort, qui est relativement problématique dans le cadre des apprentissages. Tout ce qui est répétition, entraînement, routine, ils ont une allergie pour ça. Les contraintes qu'on peut leur imposer ne sont pas supportées non plus. S'ils adhèrent à l'activité, c'est bon. S'ils en sont à l'initiative également. Et puis, globalement, on est tout le temps sur de l'inachevé. Les tâches engagées sont rarement finies. Et associées, lorsqu'il y a un versant hyperactif, très souvent à de l'opposition et un grand évitement des tâches scolaires, surtout lorsqu'on est face à un enfant qui est avec du dysdiagnostic. Alors, on va s'intéresser sur justement cet enfant-là qui présente, j'ai pris l'exemple du haut potentiel complexe, donc dysattentionnel, avec aussi une forme de déficit en lien avec de la dyslexie. Les premiers temps d'apprentissage, c'est là où rapidement on s'aperçoit que quelque chose ne fonctionne pas. En réalité, c'est sur la vignette qui n'apparaît pas, mais en réalité, d'un point de vue structurel, c'est repéré dès le premier mois. C'est-à-dire que ce sont des parents qui sont alertés par un comportement atypique dès l'enfant nouveau-né. Ils scrutent le regard d'une façon inhabituelle, qui interpelle, ou
même le premier mois, on n'a pas l'impression d'avoir un nouveau-né en face de soi. Ils ont également une allergie pour la position horizontale. Là, je parle bien des hauts potentiels 10, attentionnels avec hyperactivité. Donc une allergie à la position horizontale, ce qui est relativement gênant quand ils sont nouveau-nés, surtout lors des premiers mois. C'est-à-dire que lorsqu'ils se réveillent, eh bien, il faut systématiquement qu'ils soient en position verticale et que l'adulte les contente leurs besoins d'exploration visuelle en bougeant en permanence. Voilà. Dès qu'on s'arrête, tout de suite, on est face à des pleurs, à un enfant qui gigote, qui n'est pas bien, qui manifeste un inconfort. Les mois suivants, on est face effectivement à un enfant qui en général marche très tôt dans le développement, entre 9 mois et 11 mois. Comme il est tout le temps en mouvement, eh bien, il trouve rapidement le déclenchement pour trouver la marche, pour acquérir la marche. Et ce qui également les caractérise par rapport à un TDAH, je dirais, strict, c'est qu'on n'est pas face obligatoirement à des mises en danger lorsqu'il y a le haut potentiel. C'est-à-dire que même à l'âge de 10, 11 mois, 12 mois, lorsqu'ils se mettent à marcher, ils passent leur temps à explorer de façon anarchique leur environnement, mais on a l'impression qu'ils vont avoir un accident à chaque obstacle, et en réalité, ils le repèrent instantané de façon instinctive. Ils repèrent les marches, ils s'arrêtent juste à temps, plein d'éléments comme ça qui alertent. Ce sont évidemment des enfants pour qui c'est très compliqué de donner à manger, parce que comme ils sont tout le temps en agitation motrice et en exploration motrice, ils ne supportent plus ensuite, lorsqu'ils ont compris comment on faisait pour marcher, ils ne supportent plus ensuite d'être assis, et on arrive à nouveau à acquérir la station assise stabilisée qu'à partir de l'âge de 2 ans, où là ils acceptent effectivement de se poser. Sur le plan du langage, je voudrais faire également un petit focus là-dessus. Lorsqu'on est face à un enfant au potentiel complexe avec simplement du 10 attentionnel, l'apprentissage du langage est extrêmement rapide. Il passe tout de suite, il saute le stade du mot-phrase. Par contre, lorsqu'on est avec le même profil mais associé à du dysdiagnostic, on s'aperçoit que ces enfants-là récupèrent assez difficilement leurs mots. On a tout le temps l'impression qu'ils l'ont au bout de la langue, mais ils n'arrivent pas à le récupérer en mémoire. Et on peut observer aussi des petits bégaiements, des espèces de petits manques du mot qui ne relèvent pas véritablement d'un trouble, en tous les cas à cet âge-là, mais qui après font sens lorsque, arrivé au CP, eh bien, on repère un diagnostic de dyslexie et ensuite posé. Donc l'apprentissage de la lecture est impacté lorsqu'il y a de la dyslexie, évidemment, pour plusieurs raisons. Donc la pensée qui échappe en permanence avec le versant 10 attentionnel. Leur lecture est arrêtée au milieu des mots. Et puis évidemment la dyslexie qui fait barrage à l'accès, puisqu'il n'y a pas automatisation de la voie de reconnaissance globale, où à chaque fois ils sont toujours obligés d'une façon rigide de repasser par un décodage, par assemblage des sons, et sur lequel également ils utilisent l'accès au sens qui est pour eux en tous les cas une béquille indispensable. On se retrouve très rapidement dans un cercle vicieux avec ces enfants-là. Parce qu'au premier plan, on repère la dyslexie. Ils sont certes un peu remuants, certains, mais ils ne sont pas toujours hyperactifs, ils peuvent être simplement impulsifs. Mais derrière le versant donc 10 attentionnel, impulsif, hyperactif, eh bien, il y a quand même effectivement des soucis pour se concentrer, qui en retour alimentent la dyslexie, et qui font que l'ensemble des deux tableaux barrent à la fois l'accès aux apprentissages, mais masquent le haut potentiel intellectuel, qui est assez rarement repéré à l'école, comme ça en observation. On peut malgré tout, alors on peut les confondre
avec des enfants en difficulté modérée d'apprentissage. C'est souvent ça au niveau du cycle 2, puisqu'ils sont, avec le haut potentiel, ils sont en capacité de compenser. Donc ils ont vraiment tout le tableau de l'enfant en difficulté modérée. Donc bon, je vais peut-être passer sur cette vignette-là. Oui, on me dit qu'on a commencé à prendre du retard, en fait. Voilà, donc on va poursuivre. Alors, ce qui est susceptible de mettre sur la piste d'un haut potentiel dysattentionnel avec une dyslexie, là je prends vraiment l'exemple de la dyslexie, c'est ce que j'ai pu observer le plus finement. Ce qui met sur la piste, c'est qu'il interroge, il interpelle les adultes qui n'arrivent pas à le cerner. Il échappe aux attendus. Personne n'arrive à anticiper, à expliquer son irrégularité de résultats et de réponses. Et surtout, il prend tout le temps à contre-pied les attentes. Parfois, il est en capacité, il a compris, il réussit la tâche. On lui redemande le lendemain. À nouveau, ce n'est plus accessible. Et inversement, on ne l'attend pas par rapport à un sujet qui est plus complexe, qui nécessite des compétences d'un niveau supérieur, et c'est lui, par fulgurance, qui trouve la réponse. Donc, un exemple de contraste entre des résultats scolaires qui sont faibles, voire de plus en plus chutés, au fur et à mesure qu'il avance dans le cycle 3, et des réponses spontanées qui sont vraiment atypiques et hors contexte. Donc là, je vous donne des paroles comme ça, recueillies de Clémence, à 7 ans. Est-ce que les hommes préhistoriques étaient tristes lorsque l'un d'eux mourait? Ou alors, également, comment sait-on que les enfants se parlent en eux? Qui rappelle effectivement étrangement les préoccupations de la psychologie cognitive et la théorie de l'esprit dans le livre d'Assington, comment les enfants découvrent la pensée. Si les nombres sont infinis, si ça ne finit pas, ça ne devrait pas commencer. Je sais quelle est la force contre la pesanteur, c'est la force de l'eau. Et puis, à 10 ans, il était capable de se poser des questions du type est-ce qu'un homme qui aurait le pouvoir, est-ce que le pouvoir du temps, de contrôler le temps, est-ce que ce pouvoir-là est un grand pouvoir? C'est quand même assez étonnant. La combinaison au potentiel intellectuel avec 10 associés, 10 diagnostics associés, font qu'on est rapidement dans une spirale infernale avec des paroles très fortes de ces enfants-là. Donc Mathis, 9 ans, qui est voilà, où le potentiel n'a pas encore été repéré, qui est face à des problèmes majeurs d'attention-concentration, qui développe de plus en plus le versant dyslexique. Tu ne comprends pas ce que je vis à l'école, c'est un enfer infini, je suis écrasée. Lorsque le matin j'ai raté, j'ai le goût du raté, et l'après-midi, je n'ai plus envie de travailler. Bon là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que l'histoire du goût du raté, c'est particulièrement intéressant à entendre, indépendamment de la puissance et de la force de ces propos-là, chargés émotionnellement plus. Et c'est vrai que le goût du raté met bien en évidence l'imbrication qu'il y a entre les fonctions cognitives et tout le versant émotionnel, qui chez ces enfants-là est intimement intriqué. Alors, pour s'inscrire dans un cercle vertueux, la première chose déjà, c'est de comprendre le profil évidemment de cet enfant-là qui est totalement atypique pour pouvoir mettre des mots, pour pouvoir mettre du sens. Et ça va effectivement lui permettre aussi d'éviter de se retrouver face à une image de lui-même totalement écroulée, dans la mesure où le versant haut potentiel pourra être mis en avant. Sur le plan plus pédagogique, on s'aperçoit que c'est seulement le niveau interprétatif du discours qui fait sens. Dès qu'on est sur un discours descriptif, on les perd. Donc un enseignant qui se cantonne à décrire un cours, bon voilà, autant dire qu'aucune lumière ne s'allumera à aucun étage. Par contre, dès qu'on fait du lien, dès qu'on y met du sens, l'interprétatif est sollicité et la pensée se met en route. Il faut évidemment viser les opérations cognitives de haut niveau et les valoriser. Éveiller, nourrir la curiosité, utiliser son sens critique et puis l'aider à apprendre à argumenter.
d'une façon, parce qu'ils argumentent spontanément, mais quand on est dans un cadre où il y a une demande d'argumentation, là, par contre, on les perd. Voilà, leur apporter en tous les cas des supports, des aides pour argumenter d'une façon plus structurée leur discours. Valoriser donc les réponses personnelles et créatives pour qu'ils se sentent réussir et progresser. Sinon, on est dans le cercle infernal. Les adaptations... Peut-être le voir après, ça. Ça, on le verra, ça sera visionné après. Pareil pour les distracteurs, essayer de les limiter quand il y a du diagnostic associé, alors qu'il faut plutôt être sur de la double tâche avec les autres, comme je l'ai développé précédemment. Sur le plan donc du parcours orthophonique, pour l'enfant toujours avec une dyslexie associée, évidemment la prise en charge ne pourra porter ses fruits. Elle est indispensable, mais elle ne peut porter ses fruits que si les capacités d'attention-concentration sont restaurées. Sinon, c'est un peu comme un puits sans fond. Et certains peuvent présenter une dyslexie secondaire qui est purement symptomatique, qui renvoie en réalité à un problème attentionnel, avec un dysattentionnel qui brouille les pistes, lorsqu'il est éventuellement, lorsqu'il y a une hyperactivité qui est aussi au premier plan, et lorsqu'il y a un accompagnement médicamenteux par un pédopsychiatre ou une neuropédiatre ou un neuropédiatre, eh bien la molécule, le méthylphénidate, fait que si elle correspond à la bonne indication, lève la dyslexie secondaire. Sur le plan psychologique, voilà, l'importance effectivement de repérer ces écarts significatifs entre les aptitudes et les compétences cognitives. Et lorsque l'écart est énorme, parfois ça peut arriver jusqu'à 50-60 points d'écart entre deux indices. Là, évidemment, l'hypothèse d'un trouble des apprentissages est à investiguer. Là, je voudrais également mettre l'accent sur le risque qu'on peut avoir à se focaliser strictement sur l'hétérogénéité du QI et passer à la trappe tout ce qui relève effectivement du haut potentiel intellectuel, qui de toute façon ne sera pas classique puisqu'on ne peut pas faire la moyenne et les 130 de QI ne sont pas atteints. Mais on peut avoir du 140, du 150 en verbal, voire même quand il y a énormément de 10 qui impactent la capacité intellectuelle, qui l'empêchent, être autour de 120, mais présenter vraiment toutes les caractéristiques cliniques du haut potentiel intellectuel complexe, comme décrit précédemment. D'où l'importance effectivement d'avoir des personnes qui sont initiées et qui ont ce regard d'expert sur ces profils-là atypiques. Pareil, au niveau je voudrais également attirer l'attention sur la prise de médicaments. Lors de la phase d'ajustement, lorsqu'on est face à un enfant haut potentiel, avec du dysattentionnel et hyperactivité, il ne réagira pas à la molécule de la même façon qu'un enfant strictement TDAH. Et les effets secondaires, en tous les cas, peuvent être très importants. Et parfois aboutir, dans certains cas, à une impasse thérapeutique, puisque le psychostimulant agit sur un cerveau qui est déjà en ébullition, et le corps, dans un premier temps, amortit assez difficilement la molécule. Il faut vraiment que ça puisse être augmenté de façon très très progressive pour que on récupère les bénéfices ensuite, lorsqu'on arrive à dépasser cette phase d'ajustement, de départ. Et lorsqu'effectivement la molécule est acceptée par le corps, on a des bénéfices non négligeables, voire essentiels, en termes en tous les cas de régulation comportementale, d'efficacité scolaire qui est du jour au lendemain, même à l'intérieur même de la journée, mais également en termes de prise en charge des autres
des autres accompagnants, type orthophonie, psychologue, remédiation cognitive, où effectivement après, je pense que dans un troisième temps, la molécule du coup peut être probablement abandonnée. Évidemment, le monde n'est jamais simple, et du coup, on a l'apparition et l'augmentation d'autres inconvénients, en particulier leur rapport à l'alimentation qui est encore plus compliqué, dans la mesure où ce médicament-là, le méthylphénidate, cette molécule-là, eh bien, coupe l'appétit. Donc, bon, on se retrouve encore avec d'autres soucis par rapport à la prise de poids et à la courbe de croissance. Et puis le sommeil qui est également très malmené, puisque spontanément, ils ont quand même un peu des difficultés à s'endormir. Ce psychostimulant-là perturbe l'arrivée du train du sommeil le soir. Et assez fréquemment, on peut sortir de l'impasse avec simplement de la mélatonine qui permet de restaurer l'accès comme ça au sommeil en début de nuit. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci.